Grand débrief aujourd'hui dédié au Mobile World Congress 2024, le MWC, ça va plus vite quand on le dit comme ça. Et Yann Serra est avec moi aujourd'hui pour commenter toutes les choses qu'on a vues. On en a vu énormément, on va vous passer plein de sujets, plein d'interviews. Donc on va aller vite, droit au but. Bonjour Yann. Bonjour Delphine. Bon, c'était super, c'est 2 jours qu'on a passé à peu près. Oui, c'était. Mais alors effectivement, le salon est immense et bon. J'ai vu ce qui dépasse, quoi. Voilà, pardonnez-moi si je donne pas les détails précis qu'il y avait au fin fond du salon, mais en tout cas, voilà, on a vu. D'autant que vu la dimension du salon, pour aller au fin fond du salon, ça prend un peu de temps. Ça prenait déjà beaucoup de temps, oui. D'aller d'un stand à un autre, c'est à peu près 20 minutes. Bref, on va commencer avec le futur du smartphone, parce qu'on est au Mobile World Congress. On va parler du mobile. Bien sûr. Il se passe des choses quand même dans ce domaine. Alors, j'ai publié une petite chronique pour savoir ce que vous pensiez de ce smartphone. Est-ce qu'il va devenir ringard, obsolète avec ces nouveaux appareils qui prétendent pouvoir le remplacer ou en tout cas lui apporter quelque chose d'un peu plus sexy, à savoir des commandes vocales grâce à l'intelligence artificielle. Et on a vu sur le stand de Qualcomm l'iPin qui est le produit de Human. Alors, Human, ce sont les Américains qui ont montré les premiers, une vidéo un petit peu spectaculaire d'à quoi ressemblerait peut-être ce futur du smartphone. Donc, dans les allées, je suis allée voir un démonstrateur qui s'avérait être le CTO quand même de Human. Ouais. Voilà. Et au début, moi, j'étais très sceptique. Et en fait, sa démonstration m'a convaincue, je dois dire. Ouais. Bon. Parce que, alors, c'est quand même, il faut préciser, c'est un appareil qui est totalement autonome. Il fonctionne sans le smartphone. Il a sa propre carte SIM. Oui. On peut le piloter par la voix. On peut accéder aux informations via une oreillette ou directement en affichage sur le creux de sa main, puisqu'il y a un vidéoprojecteur. Donc là, on le voit. Alors, il m'a fait plein de démonstrations. C'est vrai que c'est assez sympa, par exemple, pour lancer sa musique, pour, faire de la traduction directe. Là, par exemple, il s'amusait à me traduire parce qu'il parlait en anglais. Moi, avec mon anglais approximatif, donc de temps en temps, on se faisait des traductions réciproques. J'ai trouvé que c'était quand même assez chouette. Il a un problème, c'est que c'est lancé aux États-Unis avec T-Mobile. Et en Europe, il est là sur le salon justement pour trouver des partenaires, des opérateurs qui vont bien vouloir commercialiser ce produit, parce que la SIM, il faut bien qu'elle fonctionne avec un réseau mobile. C'est sûr, c'est certain. Et puis alors, on n'est pas à l'abri aussi que sur un tout petit appareil comme ça, ce soit connectable uniquement à un seul type de réseau, une seule bande de fréquence qui ne soit pas compatible du tout avec nos bandes de fréquence en Europe. Il y a peut-être ça aussi comme souci technique. Alors ça, je ne sais pas, il ne l'a pas évoqué. En tout cas, moi, j'en ai touché quelques mots à quelques opérateurs qui étaient sur place, français. Qui n'ont pas eu l'air plus emballés que ça. Ils ont déjà plein de choses à gérer de leur côté. Je ne sais pas si commercialiser en plus ce type de produit, ça va être dans leur priorité. Je ne suis pas sûre que ça arrive tout de suite en France. Intéressant aussi, Deutsche Telekom, qui imagine le téléphone sans application mobile, justement. C'est un peu dans la même idée, en fait. C'est de dire, finalement, avec les IA génératives, il suffit d'interroger, comme un assistant vocal, son smartphone, et il va se débrouiller pour trouver, lui, les bonnes applications qui répondent à vos besoins. Donc, on voit quand même qu'il y a un truc qui se passe sur le mobile, là-dessus. Alors, tout à fait. Alors, moi, de mon côté, qui suis plus sur le côté B2B, alors j'ai vu quelque chose un petit peu comme ça qui s'appelle le RedCap. Alors, le RedCap, c'est le nouveau nom d'un truc qui s'appelait avant 5G NR Lite. En gros, c'est la nouvelle génération du réseau 5G, enfin, nouvelle génération du réseau mobile pour, vous savez, les terminaux de paiement, pour le Linky, là, qui relève le compteur électrique numérique. Donc, en gros, la problématique de ces appareils, c'est qu'en fait, ce sont des appareils auxquels on ne téléphone jamais, mais qui envoient des données. Donc, il leur fallait un réseau particulier. Comme LoRa, comme le réseau des objets connectés. Alors oui, mais sauf que là, c'est bien mieux, parce qu'en fait, là, on est sur de la 5G. Donc, la 5G, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à tout ce qui existait auparavant? C'est qu'en fait, l'appareil peut se déplacer. Il y a un débit qui est supérieur. Alors, attention, ça va être des appareils qui vont faire 10 fois moins, 15 fois moins de débit qu'un téléphone normal. Il n'empêche que c'est amplement suffisant pour faire des caméras de surveillance dans les trains. Bon, il y a un besoin, c'est pas que ce soit sexy, mais bon, il y a un besoin. Des caméras de surveillance dans les trains pour faire justement des équipements wearable, comme on dit, donc portatifs. Dans le domaine de la santé, vous savez, des bracelets pour suivre des patients. Et en fait, alors, ça n'existait pas. On n'avait que l'ancienne technologie qui reposait sur de la 3G, parfois de la 4G. Là, on a quelque chose. Ça fait un moment qu'on en parle. Et en fait, ça a démarré à ce salon-là. Voilà, ça a été le point de départ où c'est lancé. Donc, ça s'appelle RedCap dorénavant. Il faut alors.
Alors moi, ce que j'ai compris, parce que j'ai vu la démo aussi de RedCap, et par rapport à LoRa, qui était donc un réseau aussi pensé à très bas débit pour les objets connectés, en fait, l'intérêt aussi, c'est que ça fonctionne avec de la 5G. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est dans une usine, et on en parlait des usines connectées, c'était un gros sujet là-bas, eh bien, qui est déjà couverte en 5G, on peut en plus rajouter ce petit réseau dédié, on va dire, aux objets connectés. On n'a pas besoin de créer un autre réseau. C'est ça, voilà, exactement. Ça se branche sur les antennes 5G. Alors, bien évidemment, en fait, il faut mettre à jour les antennes. Alors, les opérateurs parlent de 5,5G. Bon, voilà, après, il y a plein de noms marketing, 5G Advance, enfin bon, on s'y perd un peu là-dessus. Mais bon, il y a le 3GPP, qui est donc l'organisme qui décide des technologies, qui a donc sorti la Release 17, ça fait un peu nouvelle version de Windows. Et donc, tous les fabricants d'antennes doivent implémenter ce logiciel, et après, les opérateurs doivent le charger sur leur réseau d'antennes pour que ça fonctionne. Donc là, aujourd'hui, on commence à avoir des produits déjà qui existent, qui sont compatibles avec cette norme. Après, il va falloir qu'elle soit disponible sur le réseau. C'est le top départ. Je voulais quand même te faire réagir, Yann, sur Qualcomm, parce que ce que j'ai cité, la Human avec son petit pin et le smartphone de Deutsche Telekom, tout ça, c'était quand même chez Qualcomm que ça se passait avec ses puces. Est-ce que Qualcomm pourrait d'un seul coup devenir le nouvelle big tech, comme Nvidia d'un seul coup est allé dans la lumière avec les IA génératives? Est-ce que ça pourrait être le cas pour Qualcomm après tout? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée, parce que qu'en fait, les Asiatiques, ça part un peu dans tous les sens en ce moment. Les Chinois ont, je ne sais pas comment ils ont fait, des puces de dernier cri, alors que normalement, ils n'ont pas accès aux technologies. J'ai vu donc chez Huawei des puces justement qui doivent servir pour faire les appareils de RedCap. Et tourner des IA embarquées, en effet. Mais c'est aussi le cas. Et en fait, ce sont des puces qui sont incroyablement puissantes, qui viennent de Chine. Alors, après, c'est des Chinois, donc c'est vrai que le marché est un petit peu bloqué en Europe. Mais en ce moment, la techno, elle est partout. Du côté de ce côté-là, il y a eu un sursaut. Est-ce que ce sera Qualcomm donc, qui va s'imposer? Là, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, effectivement, il se passe quelque chose. Alors, avant de passer sur les autres sujets, on est toujours sur le futur du smartphone. On a vu des trucs un peu marrants. Par exemple, chez Lenovo, qui présentait un nouveau smartphone Motorola enroulable. Alors, avec une super démonstratrice alors c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là, avec une super démonstratrice qui nous expliquait comment ça pouvait devenir un bracelet, ou comment, grâce à ce super téléphone, vous alliez pouvoir jouer à puissance 4. Vous savez, puissance 4. Très bien. Alors, on pose le téléphone comme ça, plié sur la table, et chacun de notre côté, on joue notre partie, et on ne voit pas ce qu'a joué l'autre. C'est pas mal. Exceptionnel comme usage. C'est bien. Et sinon, il y avait aussi l'écran d'ordinateur portable transparent, aussi chez Lenovo. À quoi ça sert? C'était la question, mais en tout cas, c'était très sympa. On a vu, comme sur tous les salons maintenant, les robots chiens, les drones, tout un tas de petits trucs sympas. Et puis des usines connectées. Alors justement, on enchaîne avec notre prochain sujet. On va parler des promesses de la 5G privée. Donc, on est allé voir Pierre-Gaël Chantreau, vice-président Europe du Sud chez Nokia, qui nous a un peu expliqué ce que ça représentait aujourd'hui, l'industrie 5G pour eux. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour Nokia comme activité, cette industrie connectée avec la 4G et la 5G? Alors c'est effectivement un secteur qui se développe rapidement, plus de 700 références. On atteint aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires de Nokia et c'est ce qui se développe le plus vite, avec plus de 10% de croissance chaque année. Toutes les industries sont couvertes et cette transformation va s'amplifier dans les prochaines années. Quand vous dites 700 références, c'est-à-dire c'est 700 clients dans le monde, 700 clients industriels. En France, qu'est-ce que c'est? C'est combien? Oui, c'est 700 clients dans le monde. En France, on est sur plusieurs dizaines de clients, une dizaine en 5G. 4G reste la technologie la plus prévalente pour le private wireless. Mais 700, on pense que ça va devenir 10 000 d'ici 5 ans. Donc il y a beaucoup de croissance en face de nous. Et alors, le big thing aujourd'hui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle et générative qui plus est. Et c'est intégré aujourd'hui dans les projets d'industrie. Absolument. Il ne suffit pas d'avoir les données. On a ici une démo qu'on on va vite parce que Michael Dell arrive pour la voir aussi. On a un partenariat avec Dell sur le private wireless. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Capter les données,
avoir des sensors sur l'ensemble du dispositif industriel et ensuite pouvoir les exploiter. Et pour les exploiter, Nokia a créé le logiciel et l'intelligence artificielle pour que les travailleurs sur le site puissent avoir accès à tous les systèmes machines dans un langage simplifié et sécurisé, avec des données qui sont entièrement contrôlées sur le site de nos clients finaux. Nos clients finaux, donc il voulait dire, mais sur les salons, on est un petit peu perturbé Oui, de ce bruit. Et puis surtout on était pressés parce que quelqu'un d'autre allait assister à la même démonstration de leur super IA générative, la première dédiée aux ouvriers dans les usines. Une petite star que tu connais, j'imagine, Michael Dell, en personne. Non, c'est pas vrai. Michael Dell qui arrive, alors on va voir les images, qui arrive sur le stand de Nokia pour assister à la même démo. Donc évidemment, je lui ai un peu cédé ma place. Voilà, on s'est poussé, on l'a laissé, puis on s'est dit, on va essayer de lui tendre le micro quand même à Michael Dell pour avoir une réaction. Qu'est-ce qu'il pense de toutes ces IA? Surtout qu'il a signé un super deal visiblement avec Nokia. Et donc là, j'y vais, au culot, il sourit. Et puis, bon, bah, tu vois pas l'image, mais là, il y a une attachée de presse qui arrive et qui dit « Non, pas d'interview !» Voilà, donc on aura essayé, mais on l'a pas eu. Une réaction sur la 5G privée, et puis aussi ces IA génératives qui arrivent. Alors, tout à fait. Donc, ça a été la méga surprise du salon. Nokia a une offre vraiment pertinente. C'est incroyable. Donc, pour essayer de le dire très rapidement, la 5G privée, ça sert à faire du Wi-Fi, en gros, sur des surfaces très, très larges. Le Wi-Fi n'est pas capable de le faire. La 5G privée est capable de le faire, mais le problème, c'est que les équipements de 5G aujourd'hui, par Nokia, Ericsson, Samsung et d'autres, coûtent trop cher. C'est des trucs opérateurs, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé? On avait des alternatives qui s'étaient créées. Des gens, Intel avait fait une petite carte, des gens, les Français, Amarisoft, avaient développé un logiciel, et ça permettait comme ça d'utiliser c'est des petites antennes pour faire de la 5G privée dans les usines. Ça fonctionnait. Alors après, on était un peu genre tout seul à le faire, quoi. Ah, c'est français, bon, voilà. Bon. Et surtout, en fait, voilà, il y avait le défi de dire à ces grands équipementiers que, bon, ben voilà, ils étaient has-been. Et puis les opérateurs avaient l'air de dire, mais oui, tout à fait, nous sommes d'accord. Et là, cette année, patatras, Nokia arrive en disant, bah, écoutez, nous, on a une solution. Et alors, j'ai vu la solution. En l'occurrence, elle rentre dans un PC, enfin un PC, donc un serveur, hein, c'est une forme de boîte à pizza, avec la fameuse carte qu'Intel avait développée, et donc il y a tous les logiciels. Et alors c'est vrai que ça coûte $2000 pour 100 points de connexion sur une surface qui peut faire 1 km², je crois. Et donc c'est quand même $2000 par mois, attention. Hein, bon. Mais on est dans le domaine industriel, hein, c'est pas le particulier qui va s'acheter ça, bien évidemment. Mais enfin bon, toujours est-il que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que Nokia, qui pendant des années avait dit, moi, c'est ma techno, elle est fermée, c'est une boîte noire comme tous les équipementiers, a dit, bah écoutez, il n'y a pas de souci, on a compris, parce que derrière, s'ils mettent un vrai serveur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tourner dessus une intelligence artificielle. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'ils vendent du service derrière. Mais bien sûr, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent le truc de base, et derrière, on va acheter et l'intelligence artificielle, donc qui fait, là, comme vous montriez, l'assistance aux opérateurs pour savoir... Bon, bah, alors, aux opérateurs au sein de l'usine, hein, pas aux opérateurs... Aux opérateurs au sein de l'usine, pardon, oui. Oui, en effet, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc du coup, en fait, Nokia a franchi le pas, et c'était assez intéressant. Rien n'est dispo pour l'instant, ça sera en 2025. Hein, qu'on le dise. Donc, mais en tout cas, c'est très intéressant. Sur l'IA, quand même un petit mot très rapide. Bon, là pour l'instant, j'ai été assez déçu sur tout ce qu'on a vu sur le salon. En fait, on a du ChatGPT qui va résumer ce qui se trouve dans la base de données du gars qui vend l'IA, quoi. Voilà, donc c'est juste avant. Mais je pense qu'ils ont été un petit peu précipités. Il fallait qu'ils montrent quelque chose. Personne n'était prêt, mais en tout cas, je discutais avec Checkpoint. Alors, Checkpoint, ils font des firewalls. La cybersécurité, la cybersécurité, il me disait que de toute façon, d'ici à la fin du printemps, 100% des marques qu'on a vues là auront le même chatbot qui va renseigner. Alors bon, chez Nokia, c'est pour les opérateurs. Oui, alors c'est leur propre modèle de langage. Hein. Chez Nokia, chez Huawei aussi, ça s'appelle Pangu. Enfin bon, ils développent chacun leur solution. Chez Nokia, il s'appelle comment, je vais te dire, MX Workmate. Hein. C'est le nouveau partenaire en fait de ce. C'est pas plutôt le nom du chatbot, ça? C'est vraiment le nom du modèle de langage? Parce qu'ils
l'aurait entraîné très très vite quand même. Peut-être. Bon. Tu as peut-être raison, c'est vrai. Pangu chez Huawei, c'est leur LLM. En revanche, ça, je suis formelle. Oui, alors ça, bon, Huawei, on ne sait pas, mais effectivement, ils ont l'air d'être. Ouais, en tout cas, c'est d'avoir des ressources. C'est ce qu'ils m'ont montré. On enchaîne parce qu'on avait une autre star sur le salon. Michael Dell a refusé l'interview, mais Thierry Breton, lui, a accepté. Ah. Alors, on va l'écouter tout de suite. Je voulais déjà avoir votre impression sur le salon, votre premier regard là sur ce qui se passe sur les stands. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, vous l'avez vu. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle aussi beaucoup de tout ce qui va nous permettre de bénéficier de tous ces services multiples qui vont être proposés, développés par l'intelligence artificielle, mais aussi toute la connectivité. La connectivité, maintenant, c'est un thème absolument clé. Il faut avoir de la connectivité, il faut aussi avoir des temps de latence de plus en plus courts pour pouvoir bénéficier de tous les services, en particulier pour la santé, en particulier pour la mobilité. Donc tout ça combiné, c'est évidemment extraordinairement dynamique, mais à la base, il faut quoi ? Il faut des infrastructures. L'intelligence artificielle, ce sont des supercalculateurs. Ici en Europe, nous avons le plus large réseau de supercalculateurs qui va être mis à la disposition grâce et notamment au travers de l'AI Act, mais aussi de ce que nous faisons à la Commission européenne avec et en partenariat avec les États membres, le plus large réseau de supercalculateurs pour mettre à disposition des startups pour entraîner leur modèle. C'est de l'infrastructure. Pour l'ensemble des services connectés entre autres, eh bien, il faut une infrastructure. C'est ce dont je suis venu parler ce matin ici, à la suite du livre blanc que nous avons proposé, présenté la semaine dernière au sein de la Commission, et qui porte en lui, je dirais, les fondements de ce que devra être un Digital Network Act, c'est-à-dire un nouvel acte réglementaire pour accélérer le déploiement des réseaux de demain, des infrastructures de demain dans lesquelles, vous savez, il y aura de plus en plus de calculateurs, de supercalculateurs, y compris au pied des immeubles, pour pouvoir, ou des usines, ou des hôpitaux, ou des mairies, pour pouvoir bénéficier précisément de tous ces services. C'est de ça dont je suis venu parler. Donc la technologie est là. Il faut maintenant, que nous suivions et que nous mettions les moyens réglementaires et financiers pour qu'elle se déploie. Donc le règlement, la réglementation, c'est un facilitateur. Ça fait partie de l'ensemble. Il faut de l'innovation, il faut du financement, il faut avoir aussi des règles claires pour que précisément tous ceux qui vont vouloir venir contribuer, évidemment les investisseurs privés, viennent le faire ici en toute connaissance de cause. Mon rôle, c'est de donner de la visibilité et de la transparence. Merci. Ah oui, parce que donc il y a une nouvelle réglementation qui va arriver sur les réseaux et Thierry Breton était venu pour présenter un peu plus en détail son livre blanc autour des infrastructures européennes, plaidant pour un marché unique, et il espère que ça va influencer demain le Digital Network Act, mais bon, il va y avoir entre-temps des élections européennes, donc c'est pour le moins incertain. Faut noter quand même que sa présence aussi a été accompagnée d'une actualité, puisque Orange a obtenu l'autorisation de d'acquérir n'importe quoi un opérateur, son rival, l'équivalent d'Orange, mais en Espagne, ce qui lui donne les moyens là, justement, de travailler plus au coude à coude face à Telefónica en Espagne. Et puis on a Free, qui n'était pas sur Mobile World Congress, mais bon, qui a quand même fait une annonce d'acquisition aussi de Tele2, donc opérateur majeur en Suède. On voit qu'on avance quand même, alors lentement, vers une consolidation du marché qu'appelle de ses voeux Thierry Breton. Alors écoutez, moi je vais vous faire de la politique fiction parce qu'en fait, à ce stade, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Lors d'un salon précédent qui avait lieu en décembre en Lettonie, qui s'appelle 5G Techritory, j'ai vu arriver des places de marché. C'est-à-dire qu'en fait, demain, ce qu'on nous prépare, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'électricité en Europe. Plein d'acteurs qui vont se greffer sur les réseaux publics pour vendre de la connectivité. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôtel, on vous dit, bon ben voilà, vous avez le Wi-Fi, ici c'est tant, vous allez au resto, c'est un autre Wi-Fi, bon voilà. Demain, en fait, tous ces Wi-Fi seront fédérés. On explique que ça va permettre à l'hôtel de revendre sa bande passante, il va pouvoir gagner de l'argent sur la bande passante qu'il loue chez l'opérateur. Mais quelque part, ça veut dire que nous, on ne va plus arriver dans un hôtel, un restaurant où on nous donnera le Wi-Fi. Il faudra qu'on soit abonné à Tartampion Télécom pour avoir droit au Wi-Fi, ou alors peut-être à Orange, ou peut-être à Free, on ne sait pas, qui permettra d'avoir comme ça ce Wi-Fi dans l'hôtel, dans le truc. Alors là, ce que tu abordes, on va en parler justement après, c'est sur toute cette nouvelle façon de monétiser finalement
les réseaux. Ouais. On va peut-être enchaîner d'ailleurs. Allez, enchaînons. Si ça te va. Ouais. Parce que je voulais, avant qu'on fasse un petit point justement sur notre souveraineté technologique européenne. Ah, bah oui. Est-ce qu'on a vu des choses au Mobile World Congress là-dessus? Parce qu'on ne fait que parler d'acteurs comme ça et on ne sait pas. Alors, on est allé voir Jean-Paul Smets, évidemment, qui vient régulièrement dans Smart Tech nous parler du monde du libre et de l'open source, qui est sur place. Et on lui a demandé pourquoi il y était et qu'est-ce qui se passait autour de cette question de souveraineté. Ce qui les attire, les gens qui viennent ici, donc ce sont plutôt des chercheurs de nouvelles techno radio. Ce qui les attire, c'est l'open source. Est-ce que l'open source, c'est quelque chose aujourd'hui qui a une place importante, tu dirais, sur Mobile World Congress? Alors le libre, ils s'en fichent complètement. C'est pas du tout ce qui les intéresse. Ce qu'ils veulent plutôt, c'est des nouvelles technologies en 5G ou en radio ou en Edge ou en IA. Et après, il y a cependant une espèce de tendance à vouloir devenir indépendant des Ericsson, Huawei, ZTE, Nokia, à vouloir mieux contrôler les prix, mieux interfacer les choses, parce que les opérateurs sont coincés entre des clients qui payent toujours moins et des équipementiers qui facturent toujours plus. Et donc, ils cherchent un peu à sortir de ce cercle infernal, et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à des gens comme nous. Mais tu parles de transfert de technologie, en fait. C'est ça que tu proposes avec du matériel libre? C'est ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que notre stratégie, c'est dire qu'il y a des gens dans les opérateurs qui ont envie de fabriquer eux-mêmes leurs infrastructures, comme ça se faisait en France il y a longtemps. On voit ça au Vietnam ou en Turquie. Et donc, nous, on leur donne toutes les recettes pour fabriquer, déployer le logiciel, adapter le logiciel, former une équipe qui va devenir indépendante pour qu'en gros, ils deviennent leur propre équipementier en 3 à 6 mois. Un commentaire? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Nokia. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est génial ce que fait Rapid Space, parce qu'en fait, ils ont démocratisé la 5G privée. C'est incompréhensible parce que personne n'a voulu l'acheter en France, parce que c'était trop petit. Mais ils vendent beaucoup en Asie, il fait fortune là-bas. En revanche, voilà, on attendait qu'il dépasse le plafond de verre pour vendre en France et puis ailleurs en Europe. Et là, donc, moi, je pense que Jean-Paul a du souci à se faire avec Nokia, justement, qui arrive. Alors, en même temps, c'est bien d'avoir de la concurrence et de prouver qu'il y a vraiment un marché. Non, mais tout à fait. Alors, Nokia, ça reste beaucoup plus cher que ce que propose Rapid Space, mais bon, en même temps, on voit que les deux mondes se rejoignent. Donc voilà. Il va y avoir, je pense que la 5G privée, ça va devenir assez tumultueux, en effet, dans les prochains mois. Allez, on enchaîne avec la monétisation de la 5G. On a posé la question à Christian Léon, le directeur général d'Ericsson France. Alors, chez Ericsson, un des grands sujets, c'est comment faire pour monétiser la 5G. Ça, c'est une préoccupation d'Ericsson ou des opérateurs? C'est une préoccupation des opérateurs et de Ericsson. Si on va sur le stand Ericsson, c'est le thème principal. Avec cette année, un élément majeur, c'est qu'on essaie d'inviter aussi les développeurs d'applications pour consommer des API sur les réseaux. Et c'est vraiment la différence par rapport aux autres Mobile World Congress des autres années. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Christian, justement, d'un moyen dont pourront se saisir les opérateurs pour monétiser demain ces réseaux 5G qui sont très onéreux? Alors un des éléments, c'est de différencier la qualité du réseau qu'on nous fournit. Par exemple, on est sur une session Teams au travail, malheureusement, en mobile, et on veut se différencier en termes de qualité de service. Avec de la 5G, on est capable de créer une tranche virtuelle pour faire de la différenciation de qualité. Et alors ça, ce type de service différencié, où on va vraiment acheter de la qualité réseau en tant qu'utilisateur, ça pourrait arriver en France rapidement, selon vous? Alors la 5G différenciée sur les parties industrielles, c'est maintenant. Bouygues, par exemple, a lancé son offre il y a quelques semaines avec des tranches virtuelles. Pour le grand public, ça va être cette année et l'année prochaine où on va pouvoir justement avoir de la qualité différenciée d'un point de vue grand public utilisateur. Et est-ce que la 6G, c'est un sujet pour cette édition? Ou on se dit, bon, là, vraiment, on a le temps? La 6G, c'est horizon 2030. Si vous regardez sur le stand Ericsson, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de développement, recherche derrière. C'est horizon 2030, donc on n'y est pas encore, on va parler 5G. Ah bah oui, on va parler 5G. Ah oui, ouais. Bon, et l'enjeu de la monétisation, très important. Alors d'ailleurs, je fais un petit teaser, une petite chronique sur cette question, parce que nous, derrière les utilisateurs, les consommateurs, évidemment, Oui. Ça va peut-être changer la manière dont on paye nos forfaits et les services. Je voulais qu'on enchaîne, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, avec
la fibre optique était présente au Mobile World Congress. Oui. Et ça, c'est un truc assez inattendu. Oui. Et il y a eu notamment une annonce sur le FTTR si je ne me trompe pas. Donc, en vrai, c'est la fibre jusqu'à la pièce, jusqu'à chaque pièce de notre maison. On écoute tout de suite un opérateur, le premier à lancer cette offre de manière commerciale. Simple box Wi-Fi aujourd'hui, ça suffit pas. Donc, il faut pouvoir tirer cette fibre optique à l'intérieur de la maison, qui sera ensuite relayée par des dispositifs Wi-Fi finalement. Mais donc, je reviens à ma question. Combien vous facturez cette installation? Faire une étude, j'imagine, déjà au cas par cas. Et ensuite, combien ça coûte au total? Voilà, alors excusez-moi, je suis parti loin, mais j'y reviens. Donc, on fait un diagnostic généralement. C'est-à-dire que dans cette deuxième phase, j'ai d'abord ma box FTTR Ready qui couvre beaucoup plus qu'avant. Peut-être que ça va suffire. Auquel cas, on n'a pas besoin de se lancer dans la deuxième phase. C'est pour ça que je le précisais. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que 2, 3, 4, 5% de notre base. Ça concerne 100% de nos clients. Et puis ensuite, le client, lui, va pouvoir voir et se dire, tiens, j'ai effectivement un besoin supplémentaire. Et dans ce cas-là, il fait appel à nous. Et là, on envoie un technicien expert qui vient faire une expertise et qui, avec l'utilisateur, avec le chef de famille, va déterminer quels sont les endroits où on veut de la bande passante et quel type de bande passante. Et comme nous sommes dans un monde totalement fibré, on va pouvoir distribuer la bande passante comme on le souhaite. Donc si on a 1 giga ou 2,5 giga en entrée, on peut distribuer 1 giga ou 2,5 giga directement en sortie à l'autre bout sans la moindre déperdition. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va y avoir une installation supplémentaire. Celle-ci, elle est facturée 150 € et elle prend entre 2 heures et 3 heures. Notre expérience avec nos alphas, on en a déjà fait plus de 200. C'est que ça prend bien 2 heures à 3 heures, le temps de bien faire correctement. Et on déroule cette fibre invisible. Alors, soit nous avons déjà un réseau existant dans les murs, pour les maisons les plus récentes, dans des goulottes quand des gens ont déjà des passages de câbles qu'ils ont fait en apparence sur les murs, ou sinon carrément sur le mur. Et là, notre fibre est autocollante, elle est transparente et elle est flexible, et donc elle épouse la forme des murs. Et là, on a tout le bénéfice de la fibre optique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la mini-box à l'autre bout a strictement le signal de démarrage. Eh ben, un mot de conclusion, Yann. Un mot de conclusion. Bon, alors, je vais conclure sur ce qu'on vient de voir. Oui. C'est génial. C'est super. Donc, dans le B2B, ça s'appelle le POL, optique, LAN, passive. C'est très bien parce qu'en fait, ça va remplacer tous les câbles en cuivre qui sont hyper épais, qui pendouillent. Il faut creuser des tranchées, des machins et tout, par de la fibre optique qu'on va tirer vraiment à l'autre bout d'un supermarché. Donc, voilà. Et ça va coûter beaucoup moins cher. Ça va être beaucoup plus facile d'avoir, en fait, le haut débit qui arrive sur la box, de pouvoir le transporter jusqu'au bout, à l'autre bout en fait de la place. Ça, c'est un truc qu'on attend beaucoup, mais y compris dans les entreprises, pour vraiment remplacer il y a du cuivre de partout, et mettre de la fibre dans les murs, c'est super. Merci beaucoup Yann Serra du Mag IT d'avoir été avec moi pour ce grand débrief spécial Mobile World Congress, et merci à vous de nous suivre sur Smartech. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, en podcast, sur Bismart, comme vous voulez. Excellente journée à tous.